Pour qui est là à l'heure, une anecdote. Voici, c'est une image du Rialto. Tantôt, Claudine a mentionné qu'on a tenu dans ces lieux en 89 un colloque sur la question des salles de cinéma et de théâtre patrimonial à Montréal. C'était un sujet très vivant, très concret à l'époque, alors qu'on venait de sortir de la bataille il y a 40 ans cette année pour sauver le théâtre Outremont qui était promis à un destin funeste, c'est-à-dire d'être transformé en mini-centre commercial comme l'a été le Monkland dans NDG. Alors, le Rialto, les recommandations qui sont dégagées de cette rencontre dans le Rialto ont encouragé les autorités, aussi bien que des acteurs municipaux, publics, propriétaires, à faire de quoi. Et ce n'est jamais réglé puisqu'il y a encore des salles de théâtre, de cinéma qui, même si elles sont protégées, sont un peu en déshérence. Alors, on a une table ronde que Marie Lessard va animer, composée de Stéphane Ritchie de la Société de développement Angus, urbaniste, Isabelle Dumas, architecte et ancienne responsable de l'équipe du patrimoine. Je ne donne pas le nom exact parce que les noms évoluent d'une génération d'organigramme à l'autre, là, mais l'équipe du patrimoine à la Ville de Montréal, et Charles Breton-Demeule, qui est incroyable mais vrai, un professeur de droit en Outaouais, et oui, aussi d'une génération montante, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur le thème du droit du patrimoine au Québec. Alors, on les salue. Marie, à toi la parole. Merci. Merci, Dinou. Avant de présenter nos trois panélistes, je vais faire juste une petite introduction pour replacer un peu le cadre, dans quel cadre on va avoir cette discussion. Alors, je pense que le groupe précédent sur l'implication citoyenne va aussi probablement amener d'autres idées à nos panélistes. Alors, quand on parle du cadre pour la requalification, on réfère souvent bien plus aux contraintes qu'aux incitatifs. On pense à toute la réglementation qu'on a vue. Je suis pas assez près. On pense d'abord à la réglementation. On a vu qu'il y avait des obstacles. Souvent, ça va amener plus la démolition que les conserver et les entretenir. On pense aux statuts patrimoniaux comme la citation, que souvent on perçoit comme décourageant des améliorations au patrimoine et comme une interdiction de modifier quoi que ce soit. Une taxation foncière aussi qui empêche les gens d'agir. Le manque d'incitatifs fiscaux-financiers. Alors, c'est tout ce cadre qu'on va regarder parce qu'on a l'impression souvent que quand on parle de requalification, puis on l'a vu depuis le début de cette journée, les outils existants ne sont pas utiles ou qu'ils sont insuffisants. Alors, peut-être qu'on ne les connaît pas assez bien et je pense qu'on va avoir de l'aide de la part de nos panélistes. Ou peut-être qu'on pense vraiment qu'il faut changer certains des outils, qu'il faut innover pour mieux requalifier. Alors, ces trois personnes. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, ce matin, cet après-midi, on rentrera dans le projet, mais ce matin, on va plutôt regarder le cadre, tous ces outils qui sont plus extérieurs ou qui encadrent la requalification, les statuts patrimoniaux, les outils réglementaires, le cadre financier, les accords de développement, les fiducies et l'entretien à long terme. J'espère qu'on aura le temps de passer à travers tout ça. Alors, on va tout de suite commencer. Je voulais juste spécifier que ça donne comme 3 points de vue vraiment complémentaires et différents. Alors, Charles Breton-Demeule, lui, c'est plutôt le spécialiste en droit du patrimoine culturel et qui a beaucoup de travaux à son actif sur la protection du patrimoine immobilier. Donc, ça va être le juriste spécialisé en patrimoine. Isabelle Dumas, à cause de sa longue expérience à la Ville, notamment à la tête comme directrice de la division du patrimoine, un peu le point de vue municipal, mais aussi une perspective de citoyenne, parce qu'elle est depuis plusieurs années membre d'un CCU à Montréal. Et Stéphane Ritchie,
à la Société de développement Angus, qui aussi a une longue expérience au sein de la Ville de Montréal auparavant, dont plusieurs années à la tête du projet de développement du quartier des spectacles. Et maintenant, il œuvre dans toutes sortes de projets à la requalification de l'Est de Montréal au sein de la Société de développement Angus. Alors, c'est un peu plus, pas seulement, mais un peu plus le point de vue du promoteur, je dirais, qui connaît les ressources et les besoins associés au projet de requalification. Alors, 3 points de vue tout à fait complémentaires. Alors, je vais tout de suite commencer mes questions, dont on a auparavant déjà discuté. On a eu une petite rencontre préliminaire. Alors, je vais commencer par la loi sur le patrimoine culturel, les statuts patrimoniaux, en posant cette question, et d'abord probablement à Charles et à Isabelle aussi. Avec la citation notamment, on en a, avec le tour de table qu'a fait Claudine, on a vu que ce n'était pas toujours facile. Alors, c'est un statut qui vraiment a été conçu pour les municipalités, pour protéger les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de villes qui utilisent la citation comme outil de protection. Alors, je vous demande comment on peut réussir à utiliser la citation pour faciliter les projets de requalification. Merci Marie. Bonjour tout le monde. Très, très heureux d'être ici aujourd'hui et de parler de cette dimension juridique de la protection du patrimoine, en débutant avec la question de la citation. Et première observation en ce qui concerne la citation, en pratique, on se rend compte que ce statut-là, disons, fait l'objet d'une interprétation pratique très, très différente de ce qu'il est en réalité, sur le plan juridique. Longtemps, on a pensé au Québec la protection du patrimoine dans une perspective très, très monumentale. On protège des bâtiments exceptionnels d'un point de vue très, très sectoriel. Et on a encore cette idée-là aujourd'hui que la citation, elle sert à protéger le meilleur. Hein? Donc, il y a une idée de dire on va faire des inventaires, on va extraire ce qui est le plus exceptionnel de ça et on va attribuer à ces bâtiments-là un statut de citation. Alors que ce que nous dit la loi, en réalité, c'est que cette hiérarchie-là, qui est très, très pratique, elle n'existe pas. Ce qui justifie la protection d'un bâtiment patrimonial au sens du statut de citation, c'est l'intérêt public. Et cet intérêt public-là, il fait l'objet d'une appréciation politique au sens de la loi, et on dit essentiellement aux conseils municipaux, s'il y a des bâtiments sur votre territoire dont vous jugez que la protection est d'intérêt public, vous pouvez leur accorder un statut de protection. Alors, vous voyez qu'il y a une différence, finalement, où ce n'est pas nécessairement la valeur intrinsèque du bâtiment qui justifie la protection, mais plutôt la valeur qu'on accorde socialement au patrimoine. Donc, et à l'importance de le protéger. Et l'idée, à partir de ça, c'est de dire comment est-ce qu'on peut détricoter un peu cette approche-là très, très monumentale qui a été associée à la citation en pratique et l'utiliser dans les dynamiques d'aménagement, dans les dynamiques d'urbanisme pour accorder un statut de protection à certains bâtiments. Et je peux laisser là, les collègues continuer là-dessus avec des expériences pratiques. Bien, peut-être de façon complémentaire, ce que je fais remarquer, c'est que, comme beaucoup d'autres outils, ça dépend de la façon dont on l'utilise. Claudine nous a donné plusieurs exemples ce matin, puis en fait, c'est les premières utilisations qu'on a fait souvent de la citation. C'est la citation pour empêcher la démolition. On voit que dans un certain nombre de cas, les conséquences ont été presque l'inverse. Mais si la citation est vue comme quelque chose qui favorise un projet ou qui accompagne un projet, ça peut être complètement différent. Un règlement de citation, c'est un règlement, mais qui met le contenu qu'on veut y mettre, donc en fonction des opportunités puis en fonction d'un projet. Puis évidemment, d'autres avantages, je ne sais pas comment ça se compare dans d'autres municipalités, mais sur le territoire de Montréal, la citation donne accès à des subventions qui sont quand même beaucoup plus importantes que celles qu'on pourrait avoir autrement.
dans un contexte de citation, en général, les études patrimoniales sont faites par la municipalité, alors que dans d'autres projets, les études seraient faites par les promoteurs. Donc, dans ce sens-là, il peut y avoir plusieurs avantages. Oui, j'irai un peu dans le sens de ce que Isabelle vient de dire, c'est-à-dire que actuellement, le statut de protection qui est essentiel est perçu comme un moyen de contrôle. Un moyen pour bien des gens, pour bien des promoteurs, pour bien des élus, un moyen qui va limiter ce qu'on peut faire avec le bâtiment, alors que ça devrait être perçu davantage comme un moyen de pouvoir le préserver et lui redonner une vocation, si c'est le cas qui se présente, donc d'être un outil qui nous permette de pouvoir faire en sorte que le bâtiment puisse continuer d'évoluer dans le temps, comme il l'a évolué dans le passé. Et changer cette perception-là, ça demande qu'on accompagne le processus visant à lui donner un statut particulier, de mesures, de moyens pour favoriser sa préservation, sa requalification, pour qu'il puisse continuer d'être présent avec nous dans le patrimoine. Puis, j'ajouterais par rapport à ça, sur cette idée d'être dans une approche plus positive puis d'aide avec un statut de protection, il y a des dimensions méconnues à la citation, notamment par rapport à toute la question des pré-projets, hein, donc de planifier la requalification. Souvent, on pense que la citation est un statut qui peut uniquement être utilisé pour donner une aide financière pour la restauration, les briques, le bâtiment, alors que ce que nous dit la loi, finalement, c'est qu'une municipalité peut accorder pour un immeuble cité des subventions pour la connaissance, la protection, la transmission et la mise en valeur du bâtiment. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus large que la simple protection. Et donc, le statut de citation, finalement, il offre des avantages parce qu'il permet à des villes, malgré la loi là, sur l'interdiction des subventions municipales, d'accorder une aide financière pour ces aspects-là qui, souvent, sont un peu le nerf de la guerre dans la requalification. Parce que si on n'a pas d'aide financière pour mettre sur pied un projet, bien, c'est très, très difficile après justement de requalifier le bâtiment. Donc, cet aspect-là de la citation, je trouvais ça important de le porter à l'attention du public aujourd'hui parce qu'il est méconnu et il pourrait vraiment changer la donne dans beaucoup de dossiers parce que ça permet justement à des municipalités d'avoir les coups des franches là, pour accorder des sommes pour des projets de requalification. Merci à vous trois. Voilà donc un aspect qu'on n'avait pas connu. Alors, à bon entendeur, salut. Là. Des fois, ça peut, surtout pour ceux qui cherchent des fonds pour commencer leur projet. Alors, le deuxième sujet, c'est la réglementation. Alors, au Québec, on a un ensemble de politiques, de codes, de règlements. On passe au Code national du bâtiment, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et j'en passe, qui encadrent la démolition, la rénovation, l'entretien et l'occupation d'un bâtiment. Pourtant, on a l'impression, appuyé par de nombreuses expériences, que lorsqu'on parle de requalification, les outils qui existent ne sont pas utiles, ne sont pas beaucoup utiles et même sont souvent contre-productifs. Alors, j'ai deux questions relativement à ça. Une question un petit peu plus générale pour les trois panélistes. Faut-il simplement mieux ou davantage utiliser les règlements existants ou mérite-t-il qu'on leur apporte des changements significatifs, qu'on innove? Par exemple, est-ce qu'on devrait les accompagner de mesures incitatives de toutes sortes? Ou même, est-ce qu'on ne devrait pas créer, puis ce n'est pas moi qui y pense, la première, mais des normes complètement différentes pour les bâtiments existants que pour les nouveaux bâtiments? Alors, à vous la parole. Qui veut commencer? Je peux y aller. C'est une question hyper intéressante parce que ça renvoie à la base, sans entrer dans les conceptions trop métaphysiques, là, à la conception qu'on a de ce qu'est le territoire. Et longtemps, et encore aujourd'hui, on a fait de l'aménagement du territoire, en réalité, une question économique. Le territoire a été vu comme une ressource qui pouvait être exploitée au même titre qu'une ressource forestière, une ressource minière. Et donc,
tout le cadre d'aménagement s'est construit autour de cette idée-là de l'exploitation du territoire comme ressource. Ce qui amène nécessairement à concevoir le territoire comme un espace économique. Et de l'autre côté, les pouvoirs de réglementation qui sont confiés aux municipalités, ce sont des pouvoirs d'urbanisme. Et donc, on évolue à deux échelles qui sont complètement différentes. Et les discussions tout à l'heure permettaient de le constater, là, où finalement, il y a toute cette logique là, d'exploitation économique qui se déroule en pratique, et il y a les villes qui essaient d'intervenir avec des outils d'urbanisme. Et donc, s'il y avait des changements à apporter au cadre réglementaire, je pense que c'est très clairement par la prise de conscience de cette dimension économique et le fait d'octroyer aussi des outils aux municipalités pour réguler ce secteur-là dans une perspective notamment de protection du patrimoine. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de mettre en place des outils qui permettent de concevoir, de définir le territoire d'une manière différente que celui d'un espace de développement économique. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les citoyens qui tentaient de s'approprier des projets, c'est de dire finalement, il y a une dimension culturelle au territoire aussi, et cette dimension-là, bien, elle devrait fonder son aménagement aussi. Là, on est évidemment dans une question de valeur. Hein? Qu'est-ce qu'on choisit? Moi, je pense que les deux sont tout à fait conciliables, mais c'est plutôt d'avoir cette vue-là d'ensemble dans les outils où on peut trouver un moyen finalement de concilier ces deux éléments-là pour qu'il n'y ait pas toujours cette opposition-là là, entre activité économique et dimension plus sociale du territoire comme milieu de vie. En fait, moi, on m'entend, c'est bon? En fait, tu mentionnais que j'avais été responsable de l'entité qui s'occupait de patrimoine. En fait, j'ai eu 2 vies à la Ville de Montréal. Ma dernière vie était plus dans le domaine du patrimoine, mais dans ma première vie, j'étais responsable de l'unité administrative qui s'occupait d'évaluer tous les projets dérogatoires qui se présentaient sur le territoire de la Ville, dans l'ancienne ville de Montréal. Donc, ce que Charles décrit, là, cette dynamique d'être toujours entre l'évaluation d'un projet en fonction de son intégration urbaine, mais toujours avec les pressions d'aller chercher une plus-value du terrain, c'est quelque chose que j'ai connu pendant des années. Oui, mais en fait, moi, je voudrais nous amener sur des dimensions peut-être un petit peu plus concrètes. Là. Je vis actuellement à travers certains projets de requalification de bâtiments patrimoniaux. J'ai accompagné aussi beaucoup de projets culturels, notamment quand j'étais responsable du quartier des spectacles, qui se sont implantés dans les bâtiments patrimoniaux. Et je dirais que c'est sûr que quand on cherche à protéger le patrimoine, le réflexe de base, c'est de mettre des mesures de contrôle, de protection. Et moi, je dirais qu'un bâtiment, c'est quelque chose qui évolue. Une ville, c'est quelque chose qui évolue. Un bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, ils ont évolué au fil du temps. Et on est face à des situations où on a de nombreux bâtiments maintenant qui doivent changer de vocation, donc ils doivent continuer d'évoluer. Et il faut que la réglementation s'adapte à ça, accepte ça et nous permette d'ouvrir les possibilités. Ouvrir les possibilités pour qu'on puisse les requalifier, pour qu'ils puissent avoir une autre vie avec un autre usage. Et ça implique qu'on fasse preuve d'ouverture et qu'on accepte qu'il puisse y avoir des changements sur et dans le bâtiment pour lui permettre de continuer d'évoluer, d'avoir une nouvelle vie. Et concrètement, il y a plein d'exemples qu'on vit quand on réalise des projets. Le premier exemple, c'est que la pire chose qui peut arriver pour un bâtiment, c'est qu'il demeure vacant. Et vacant, pas longtemps, ça a aussi des incidences. Assez rapidement, maintenant, on le vit, nous, dans les bâtiments qu'on a achetés, assez rapidement, là, les gens le savent. Et il y a une très grande valeur du cuivre actuellement. Il y a beaucoup de cuivre dans les bâtiments patrimoniaux. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps que les gens entrent à l'intérieur. Et donc, ce qu'on essaie de faire, et nous, dans nos projets, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est, à partir du moment où on devient propriétaire, d'introduire une occupation transitoire dans le bâtiment.
Pour être capable de faire ça, ça prend un permis d'occupation. Pour avoir un permis d'occupation, on nous demande un permis de transformation. Lorsqu'on achète le bâtiment, on n'est pas prêt à faire la transformation, mais on veut qu'il soit occupé. Juste ça, c'est un élément concret, mais qui peut changer beaucoup de choses. Si on nous permet d'occuper le bâtiment dans la phase de développement du projet, ça va aider beaucoup à préserver les bâtiments patrimoniaux. Ça va faciliter leur transition vers une autre vie. Un autre élément qu'on peut considérer également, c'est qu'il y a la réglementation comme telle, mais il y a tout l'écosystème d'application de la réglementation qui est à prendre en considération aussi. Qu'est-ce que c'est les frais d'études? Qu'est-ce que c'est les délais? On se demandait au départ, est-ce qu'on a suffisamment d'outils? Notre coffre à outils s'est considérablement garni au cours des 40 dernières années. Là, si on voit comment les pouvoirs en urbanisme ont évolué, maintenant, comment est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'on a introduit tellement de mécanismes discrétionnaires qu'on est embourbé à avoir des projets qui font la queue pour aller passer devant l'un ou l'autre comité quand ce n'est pas dans plusieurs comités? Et puis, il y a des exemples qui sont quand même un peu absurdes. Là, tous les projets sur le territoire de Montréal qui sont dans le territoire régi par la loi sur le patrimoine culturel, qui doivent passer être étudiés à la fois par la division du patrimoine et par les comités consultatifs d'urbanisme. C'est du temps professionnel, c'est du temps perdu pour le projet, c'est de l'effort professionnel perdu pour deux équipes professionnelles qui font somme toute le même travail. C'est un exemple parmi d'autres, là, mais dans le pipeline là, de l'évolution d'un projet, il y a beaucoup de choses qui pourraient être vues dans la façon de faire. Bon, je vais continuer un petit peu. Je sais qu'on pourrait parler longtemps de ce sujet-là. Là, il y a enfin, on parle beaucoup de zonage incitatif en ce moment, avec toutes ces nouvelles lois, notamment parce qu'on veut trouver toutes sortes de solutions aux problèmes de logement là, qui sont généralisés et assez inquiétants. Mais donc, avec le zonage incitatif, là, pour faire court, on veut autoriser des projets qui sont en dérogation, des règlements, et ou bien même remplacer des normes de zonage. Mais ce qu'on peut se demander, et en principe, il y a une entente entre le promoteur et la ville, là, puis en principe, on vise l'intérêt collectif à travers tout ça, notamment quand on veut construire des logements. Mais on peut se demander, et c'est souvent, par exemple, on va avoir une tour, etc. Là, vous voyez les actualités depuis quelque temps, on en parle beaucoup. Mais est-ce que ces outils ont un impact sur l'existant? Comment s'assurer que ces projets dérogatoires ne nuiront pas à la conservation et à la requalification du bâtiment bâti sur le site lui-même? Puis je pense à toutes sortes de projets dont on probablement parlera, mais aussi même du quartier. Comment faire en sorte qu'il contribue à cette requalification là, qui nous tient tous à cœur et dont on parle aujourd'hui? Tiens, Stéphane, on commence avec... Bien, en fait, oui, on est là-dedans actuellement à plein. Je suis aussi sur le conseil d'administration d'entremise. Je ne vais pas trop parler du projet parce que Philémon va vous en parler cet après-midi. Mais on est là-dedans actuellement. Je dirais, oui, c'est sûr que les accords de développement, c'est une façon de faire en sorte que la ville, avec un promoteur, puisse négocier des choses pour atteindre des objectifs qu'elle ne pourrait pas atteindre autrement. Et ça se fait quand même assez couramment, de plus en plus, et notamment dans le cadre de la requalification d'ensembles patrimoniaux. C'est un bel outil pour permettre de pouvoir encadrer des façons de faire, puis des objectifs de préservation, de requalification de bâtiments patrimoniaux. Mais la nuance que je ferai là-dedans, c'est que je pense que les villes doivent aborder ça comme une façon, non pas d'obliger à faire des choses, mais dans une approche de partenaire pour que ça arrive, l'objectif qu'on se donne ensemble. Parce que c'est beau de dire, on te transfère une obligation, mais quels sont mes moyens pour que je réussisse à l'atteindre, cette obligation-là? Est-ce que toi, municipalité, tu peux m'aider
à atteindre cette obligation-là que tu me donnes. Je donne encore un exemple concret, ça permet d'illustrer. Dans un projet qu'on fait dans le quartier Pointe-aux-Trembles, on a acquis l'église Saint-Enfant-Jésus, qui est sur un site magnifique en bordure du fleuve, avec le presbytère également. Et c'était un gros risque pour nous, comme organisation, d'acheter une église avec tout ce que ça implique. Et avant de procéder à l'acquisition, on a validé avec l'arrondissement s'il allait pouvoir nous aider là-dedans. Et on va en reparler tantôt, mais au niveau du financement, il y a très peu de programmes qui financent l'acquisition. Il y a des programmes qui financent la transformation, mais l'acquisition, très peu. Les églises à Montréal, on les paye. On les paye à la valeur marchande. Alors, un exemple, nous, on a un très grand terrain. Et on s'est entendu avec l'arrondissement pour qu'on puisse transférer certaines parcelles du terrain qui sont adjacentes à la place du village, qui sont des espaces verts, pour que ça puisse être acquis par l'arrondissement à des fins de parc et donc être ajouté aux espaces verts du quartier, mais en même temps, nous aider à diminuer le coût du bâtiment, d'acquisition du bâtiment pour qu'on puisse faire un projet. Dans ce cas-là, on fait un projet culturel, des espaces de création culturelle. Donc, ce n'est pas ce qui amène le plus de revenus dans un projet normalement, mais ça aide à attacher l'équation financière. C'est un exemple concret de l'approche qu'on devrait avoir entre un développeur immobilier. Dans ce cas-là, nous, on est une entreprise d'économie sociale, mais ça peut être aussi vrai avec un développeur immobilier privé et une municipalité pour favoriser la préservation d'actifs patrimoniaux. Oui. On est dans un contexte actuellement où, justement, toute la question de la déréglementation est vue comme une manière de favoriser les projets. Là, on l'a vu, par exemple, en matière d'approbation référendaire, là, il y a un projet de loi qui a été déposé justement hier, où l'idée, c'est de dire, finalement, en limitant les normes qui s'appliquent à des bâtiments, bien, on espère en retour qu'il y ait un développement plus rapide qui répond par ailleurs à des objectifs sociaux. Entre autres, l'idée de prévoir là, moins d'approbation référendaire, c'est pour favoriser la densification dans des secteurs qui sont desservis par le transport en commun, tout ça. Alors, c'est clair que oui, cette déréglementation, elle peut être une occasion pour propulser des projets en évitant les embûches. Et de l'autre côté, par contre, c'est de dire comment est-ce que les municipalités, comme corps public, peuvent être un peu les gardiennes de l'intérêt public dans la gestion de ces projets-là. Et c'est là où nous amène le zonage incitatif, où finalement, ce qu'on prévoit dans ce régime-là, c'est de dire on peut assouplir le règlement de zonage, sauf pour l'usage. Donc, exemple, le zonage prévoit 8 étages et on permettrait, dans un cas précis, la construction d'un immeuble de 14 étages. Et en échange, par contre, de cet assouplissement-là, il y a une prestation qui doit être donnée là, par la personne qui demande l'assouplissement. Et parmi ces prestations-là, il y a la possibilité de restaurer un immeuble patrimonial. Donc, on peut dire, finalement, voici, nous autorisons plus d'étages sur le site, mais en échange, vous restaurez la maison patrimoniale qui se trouve déjà là. C'est un moyen de faire les choses qui est très, très intéressant, qui offre la possibilité d'aller vers des avenues qu'on n'avait peut-être pas nécessairement explorées jusqu'ici au Québec. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est de voir comment est-ce qu'on calcule l'équivalence des prestations, en fait. Donc, 4 étages de plus, ça vaut combien? Et on se rend compte qu'en pratique, il y a très, très peu d'outils qui permettent de guider les municipalités du point de vue scientifique dans la prise de décision, je dirais même du point de vue économique aussi, pour en arriver à non seulement favoriser le développement, l'atteinte d'objectifs sociaux, mais aussi s'assurer qu'on ne tombe pas seulement dans une contractualisation très, très opaque, parfois, de l'action publique, et que la collectivité soit gagnante là-dedans aussi. Et actuellement, je pense que le droit québécois se cherche un peu dans ces positions-là, puis on essaie de trouver des solutions sans qu'il y ait encore nécessairement une voie claire qui se dégage. Et probablement que la pratique, dans les prochaines années, va nous guider sur comment est-ce qu'on peut en arriver à des solutions plus claires par rapport à ça.
Peut-être deux commentaires que je ferai sur le zonage incitatif. On se dit que ça peut permettre des dérogations à toutes les normes qui s'appliquent, sauf l'usage. Puis justement, on s'est dit un peu plus tôt qu'en termes de requalification, souvent le problème, c'est l'usage. C'est un peu, peut-être que c'est un autre mécanisme qui devrait être développé, mais il me semble que pour favoriser les projets, il faudrait que de requalification, il faudrait que les changements d'usage ne doivent pas nécessairement toujours passer par un processus compliqué. Est-ce que c'est les usages conditionnels qui est un pouvoir qui existe déjà ou est-ce que c'est autre chose? Mais ça reste quand même un enjeu significatif pour les projets de requalification. L'autre aspect dont je voudrais parler, c'est que le zonage incitatif, comme beaucoup d'autres pouvoirs discrétionnaires qui sont appliqués par les villes et qui souvent visent les projets avec des composantes patrimoniales, sont toujours des projets qui sont assujettis à l'examen des comités consultatifs d'urbanisme. Alors, ce que ça pose comme question, c'est qui les comités consultatifs d'urbanisme? Il y en a une trentaine sur le territoire de l'île de Montréal. Quelle est leur formation? Quelle est leur compétence? Je fais partie, comme Marie l'a annoncé, je fais partie d'un comité consultatif d'urbanisme, donc je me couvre par la question en même temps, mais il reste qu'on confie une grande partie de l'avenir de notre territoire à l'examen de comités qu'on ne connaît peu, qui siègent à huis clos, en fait. Le comité consultatif dont je fais partie, qui est celui de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, est le seul qui avait comme pratique de siéger en public. Et puis, avec la pandémie, on s'est mis à faire des Zooms et puis le caractère public s'est perdu dans la nuit des temps. Mais quand est-ce qu'il y a des formations pour les comités consultatifs d'urbanisme? Quelle est leur connaissance du patrimoine? Quelle est leur connaissance de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la compréhension de la complexité réglementaire de la Ville de Montréal, où il y a le plan d'urbanisme au niveau du Conseil de ville, d'autres réglementations différentes pour chaque arrondissement? Il me semble que ça serait le fun d'avoir un colloque où on réunirait les membres de tous les CCU de la Ville, puis qu'on se parle entre nous, qu'on partage nos meilleures pratiques. Je pense qu'il y a un projet à la Ville de formation des CCU à la Ville de Montréal. Est-ce qu'il y a autre... J'avais une question plus tard sur les accords de développement, mais je vais la poser tout de suite parce que finalement, tu en as un peu parlé, Stéphane. Est-ce que tu as parlé des accords de développement là, dans le contexte de la réglementation, mais est-ce que c'est un bon outil pour faciliter la requalification de bâtiments patrimoniaux? Je sais qu'Isabelle aussi est passée à travers des expériences et peut-être que aussi... Bien, oui, un peu comme je disais tantôt, c'est une manière de pouvoir inciter, si on veut, un développeur à travailler en fonction de la requalification d'un bâtiment patrimonial, si c'est le cas, si ça se présente sur le site qu'il veut développer, un peu comme on vient de dire. Je pense que c'est un outil intéressant, mais un peu comme je disais tantôt, je pense que ça doit être abordé par les villes plus comme un moyen de pouvoir travailler avec quelqu'un pour réaliser des objectifs plutôt que de juste mettre des obligations sans se soucier de comment il va arriver à ses fins là, à travers les obligations que je vais lui donner. C'est peut-être le commentaire que je ferai là pour s'assurer qu'on puisse en faire de plus en plus. Et avez-vous l'un ou l'autre quelque chose à dire sur les accords de développement? Bien, comme on s'en était parlé en rencontre préparatoire, je suis allée relire un certain nombre d'accords de développement dans lesquels j'avais été impliquée. Puis effectivement, la pratique, c'était beaucoup, la Ville s'en servait pour imposer des obligations supplémentaires, des obligations qui n'auraient pas pu être couvertes par la réglementation. Mais c'est un fait que le véhicule se prête à ce que ce soit des obligations mutuelles, là. Oui, puis c'est une question comme ça, mais ça soulève, pour moi, ces accords-là, peut-être un peu l'échec de la réglementation. Parce que finalement, on en arrive à la conclusion que ça ne fonctionne pas très bien avec des règlements, puis que la contractualisation, le fait donc de conclure des ententes,
et plus pratique. Et je trouve qu'il y aurait quelque chose à explorer là-dedans en se disant, est-ce qu'il n'y aurait pas des réformes législatives, justement, dans le cadre réglementaire pour offrir plus de souplesse aux municipalités? Puis, on le voit là, avec la prolifération des PPU, PPC-moi, c'est comme si on essaie de trouver une manière d'avoir une approche plus directe d'intervention au cas par cas. Et bien, ça amène toutes sortes d'enjeux, c'est-à-dire que oui, donc d'un côté, il y a la possibilité d'aller de l'avant avec des projets qui sont innovants, mais en pratique, je pense que ça soulève, notamment pour les promoteurs, les développeurs, beaucoup de doutes sur la prévisibilité de la démarche. C'est quoi les critères qui vont être imposés? Comment est-ce qu'en pratique, tout ça va se dérouler? Et ça amène cet aspect-là qui rend la chose plus difficile à mettre en œuvre parfois. Là. Isabelle et moi, on a toutes les deux sourcillé. Je vais laisser, c'est pas mon rôle d'en parler, mais Isabelle? Bien, c'est parce que je pense que quand on parle d'accord de développement, on parle vraiment de quelque chose de complètement différent. Un exemple que je pourrais donner, c'était pour toutes les institutions qui sont sur le site du Mont-Royal. On convenait d'accords de développement pour permettre la réalisation de certains aspects du plan de protection de mise en valeur du Mont-Royal, entre autres la participation de chacune des institutions à la réalisation du chemin de ceinture. Je vois difficilement comment on aurait pu aller enchasser ça dans un règlement. Là. Donc, c'est vraiment des objets d'un autre ordre là, qui sont visés par les accords. Tout à fait, mais ça renvoie pour moi à l'idée de dire que finalement, est-ce qu'on peut tout réglementer dans l'action publique? Et c'est là où je pense que le débat sur le patrimoine nous amène, parce qu'on voit qu'il y a un cul-de-sac. Les règlements ne sont pas nécessairement à même de tout prévoir ça, donc on le fait avec parfois un régime très, très discrétionnaire qui nous rapproche de quelque chose de contractuel. Parfois, on y va avec le régime contractuel, mais il y a comme un sentiment, finalement, qu'on ne trouve pas le moyen d'en arriver à une vraie approche qui soit concluante. Un accord de développement, c'est un contrat. Oui, non, tout à fait. Oui, non, c'est pas ça que je remets en doute, mais c'est plutôt sur l'idée que la réglementation et l'aspect contractuel ne sont pas nécessairement à même de toujours trouver des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde, parce que ça exige une flexibilité puis une adaptation qui amène justement des cracks parfois. Et ces cracks-là font en sorte qu'il y a des projets qui n'avancent pas. Et moi, je pense que ça amène une réflexion sur comment est-ce qu'on peut mieux encadrer cette gestion-là du territoire, justement dans un contexte de régulation économique, en pensant à ce critère-là pour développer des nouveaux outils qui n'existent pas encore. Parce que le droit de l'urbanisme, de l'aménagement au Québec, il s'est développé essentiellement par la pratique. Hein? On a vu des choses qui sont arrivées, puis on s'est dit, bien, donnons les pouvoirs aux municipalités de faire telle ou telle chose. Et on se retrouve un peu avec ce régime-là qui découle uniquement de la pratique. Et donc, c'est de revenir sur les expériences passées, de prendre les meilleurs exemples et donc de développer des nouveaux outils. Puis ça, cette réflexion-là, actuellement, je trouve qu'elle n'a pas cours, alors que c'est elle qui devrait nous mener finalement au développement de nouvelles solutions pour l'avenir. Bien, c'est pour ça que la boîte à outils qu'on est en train d'explorer ne comporte pas que des règlements. On a parlé des accords de développement, mais je vous amènerai maintenant sur le financement. Le cadre financier, la taxation, les subventions, les crédits d'impôt, etc. Alors, les municipalités ont quand même des outils. Je reviens encore aux municipalités, là, c'est notre principal champ d'intérêt, ont plusieurs outils pour aider les promoteurs face au coût d'un projet de requalification, crédit de taxe foncière, aide financière ad hoc. Je vais vous laisser en parler, là, diminution ou abolition de certains frais, fonds spéciaux, etc. Alors, j'ai deux questions. Là, sur la première, c'est justement sur les municipalités. À quels mécanismes financiers et fiscaux les municipalités peuvent-elles avoir recours pour faciliter les projets de requalification? On a un petit peu parlé de ça ce matin. Que ce soit par des promoteurs privés, publics, communautaires. Lors de notre discussion préliminaire, on a beaucoup parlé du court terme, hein, le démarrage, puis je pense que c'est un sujet qui te préoccupe ou qui te touche beaucoup, Stéphane, mais à plus long terme aussi. Alors, oui, tout à fait, le court terme, puis même avant le court terme, là, je dirais,
ce que j'ai dit tantôt, là, le fait que à partir du moment où on décide d'intervenir sur un bâtiment patrimonial pour un projet de requalification, parce que nous, c'est ce qu'on fait, puis c'est les projets que moi j'ai accompagnés, c'est plus mon expérience. Donc, on doit l'acquérir. Il y a peu d'aide financière pour nous permettre de l'acquérir. Au moment où on l'acquiert, donc, on commence à accumuler un passif parce qu'on le paye, le bâtiment. On commence à payer des taxes, surtout dans le cas des bâtiments, dans le cadre du patrimoine, des bâtiments à vocation religieuse. À partir du moment où le bâtiment change de vocation, donc il est acquis pour être retransformé, requalifié, il devient taxable au jour 1 du projet. Alors, on commence à accumuler un passif à partir du jour 1. Et là, on doit développer le projet et réaliser un montage financier, donner une vocation, etc. et tout ça. Et je dirais, il existe des programmes actuellement, c'est très bien qu'il y en ait, je pense qu'on doit en avoir plus, mais aussi on doit peut-être repenser la façon dont on aborde ces programmes-là. Requalifier un bâtiment patrimonial, c'est souvent une question d'opportunité. Il y a une opportunité parce qu'un bâtiment il devient disponible, il y a une opportunité parce qu'un projet peut bien s'insérer dans un bâtiment. L'opportunité, elle est là. Et je dis tout le temps, le programme doit être formaté, doit être conçu pour permettre que les fonds soient disponibles au moment où le projet en a besoin et non pas au moment déterminé par le ministère, par la ville, ou etc. Parce que, par exemple, quand on a des appels à projets à des dates déterminées, bien, ça peut faire en sorte qu'on passe à côté d'une opportunité. Alors que quand les demandes sont admissibles en continu, bien là, ça nous permet souvent d'être plus vigilants et de pouvoir avoir une façon d'aider le projet au moment où il en a besoin et donc de faciliter sa réalisation. Autre élément important dans la conception d'un programme, comme je disais tantôt, je parle tout le temps, puis je répète souvent ça, d'ouvrir les possibilités. C'est important que le programme soit conçu en conséquence pour ouvrir des possibilités. Puis ce n'est pas toujours évident, puis ce n'est pas parce que c'est de la mauvaise foi en arrière de ça. Moi, j'ai été de l'autre côté de la clôture avant d'être à Angus. Je travaillais pour la Ville de Montréal, on concevait des programmes. Puis une petite anecdote, à un moment donné, on travaillait sur un programme pour des enjeux culturels avec une avocate créatrice, je me souviens toujours, Anne-Marie Lemieux, je vais la nommer. Et quand on est assis pour préparer le programme, elle nous disait tout le temps, « OK, là, ce que tu me demandes là, tu te rends compte que ça te contraint, là, parce que si cette condition-là n'est pas respectée, tu ne pourras rien faire. » Elle a travaillé à nous ouvrir les possibilités. Parce qu'une fois que le programme est adopté, il faut que tu t'en tiennes à la lettre, à ce qui est prévu dans le programme. Et souvent, ça restreint des possibilités. Alors donc, dans la façon de concevoir les programmes, c'est aussi important de penser à ça. Autre élément important aussi à considérer, on parle de programmes visant la requalification des bâtiments patrimoniaux, mais je pense que si ça devient un élément fondamental dans nos valeurs, dans nos principes comme société, on doit intégrer ça dans l'ensemble de nos outils de développement social, je vais appeler ça comme ça, ou de développement économique. Quand on conçoit un programme, même si ce n'est pas un programme qui vise des bâtiments patrimoniaux, on peut mettre dans ces programmes-là des mesures qui favorisent la requalification d'un bâtiment patrimonial. Dans plusieurs programmes, on subventionne un pourcentage du coût des travaux. On pourrait avoir une mesure qui fait en sorte que si le projet culturel, le projet communautaire ou tout type de projet s'insère dans un bâtiment patrimonial, on hausse le pourcentage de la subvention. On subventionne 75 % des coûts, par exemple. Autre élément aussi, souvent dans les programmes, on a tendance à mettre des... Moi, j'appelle ça ajouter de la vertu par-dessus de la vertu par-dessus de la vertu. En soi, c'est bien qu'on dise dans les programmes résidentiels, par exemple, qu'on doit améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, d'avoir des performances énergétiques performantes. Ça s'insère bien dans un projet neuf. On est capable de travailler notre projet en conséquence. Mais dans un bâtiment patrimonial, c'est beaucoup plus difficile. Ça fait en sorte que, prenons les programmes en cours, le programme FAC du gouvernement du Québec, dans lequel il y a des critères pour la performance énergétique, rend difficilement réalisables des projets résidentiels financés dans le cadre de ce programme-là dans un bâtiment patrimonial. Quelques exemples, je pourrais vous en nommer beaucoup d'autres, mais de penser nos programmes autrement et de, à travers nos programmes qui visent certains secteurs d'activité, les organiser pour que ça favorise
l'insertion de projets dans des bâtiments patrimoniaux. Merci. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui. Dans cette idée-là, dans les solutions à explorer, en fait, il y a la question de la contingence. Et au Québec, de plus en plus, on commence à y réfléchir parce que les opportunités, en fait, effectivement, ce sont elles qui fondent les projets de requalification, mais encore faut-il mettre en place les conditions pour que ces opportunités-là arrivent. Et dans la mesure où ce sera toujours plus financièrement avantageux, parce que c'est possible de démolir un bâtiment, c'est clair que ça rend difficile les opportunités de requalification. Et là, la tendance qu'on observe de plus en plus, c'est l'idée de dire qu'il y a des zones qui ne peuvent pas faire l'objet de développement, notamment avec la question des périmètres d'urbanisation au Québec, où on se dit, bien là, finalement, on veut favoriser la densification, donc on limite l'étalement urbain. Et ça amène finalement à rendre la requalification comme finalement la seule option possible. Parce que si on se dit, bien moi, je ne peux plus la construire, ma tour de 20 étages en banlieue, bien là, je vais me rabattre sur des sites qui sont au centre-ville. Et je vais regarder comment est-ce que je ne pourrais pas transformer des bâtiments qui existent déjà. Et donc, cette idée-là de la contingence, pour moi, ça me semble être une solution vraiment porteuse, justement, dans ce que je disais tout à l'heure, le développement de nouveaux outils, parce que si on ne met pas les conditions en place pour que cette requalification-là, elle soit l'option à retenir, bien, ça va toujours être difficile de mettre en place les outils pour y arriver, finalement. Isabelle, oui. Bien, peut-être en complémentarité de ce que Stéphane disait au niveau des programmes qui pourraient avoir un plus quand le projet est un projet de requalification, ça pourrait exister pour toutes sortes d'autres aspects de la réglementation, de la gestion de la réglementation. Est-ce qu'un projet de requalification pourrait être exempté des frais d'études de dossier, pourrait avoir un fast-track, pourrait avoir un meilleur accompagnement professionnel, pourrait avoir plus de souplesse au niveau des usages. Si on est capable de poser comme a priori que notre priorité, c'est de requalifier les bâtiments existants, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on adapte toute l'économie de la gestion des projets puis de l'approbation des projets en conséquence, mais c'est tout à fait faisable. Autre élément qu'on n'a pas parlé, qui est l'éléphant dans la pièce, c'est le code du bâtiment. Et, il faut en parler, là. Mais on en a parlé il y a quelques mois à Québec dans aussi un colloque similaire au niveau du patrimoine, mais le code du bâtiment n'est pas fait pour qu'on puisse requalifier les bâtiments patrimoniaux. Il nous oblige à tout détruire, à tout recommencer. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il faut qu'on travaille. Puis c'est un enjeu important, il faut le travailler parce que c'est un frein majeur. Et on le vit, nous, dans nos projets. On se casse la tête à essayer de trouver des façons de pouvoir préserver les éléments patrimoniaux du bâtiment, juste les escaliers. Là. On a des escaliers magnifiques dans nos bâtiments. On n'est pas capable de les préserver parce qu'il faut les mettre aux normes, il faut remplacer les balustrades, les profondeurs de marche ne sont pas conformes. Alors, puis c'est les architectes qui doivent prendre ces responsabilités-là. C'est une grande responsabilité pour eux. Je pense qu'on aurait besoin d'avoir des critères qui soient applicables aux bâtiments existants, qui soient distincts de ce qu'on applique pour les nouveaux bâtiments. C'est donc vous êtes en train de nous dire, à force de discuter, une des premières questions que je posais, est-ce que ça prendrait un système parallèle complètement pour la requalification au système qui existe pour la construction neuve, puis vous êtes assez convaincant à cet égard. Bien, il me semble, si on regarde l'ampleur du domaine bâti existant, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a donné des pourcentages ou des quantités de territoire, bien, peut-être que ça suggère qu'on a besoin d'un système parallèle. Eh bien. Toujours dans les questions financières, même si finalement on ne parle pas vraiment, on parle de financement, mais pas de façon précise, est-ce qu'il y a des
outre les municipalités, des organismes qui peuvent avoir du financement, notamment là, toute la question des crédits d'impôt, si cher à Carole, je ne sais pas si elle est dans la salle, Carole Denigé, et autres mécanismes un peu plus innovateurs là, qui pourraient nous aider à requalifier? Bien, je parlais tantôt des bâtiments à vocation religieuse. Ce sont des bâtiments pour lesquels il y a eu des exemptions de taxes historiques. Les communautés, les fabriques n'ont jamais payé de taxes à la communauté. À partir du moment où le bâtiment change de vocation, l'immeuble devient taxable en vertu du taux de taxe pour les immeubles non résidentiels, qui est le plus élevé. Et donc, ça fait en sorte que tout de suite en partant, c'est un frein pour la requalification des bâtiments. Et on est plusieurs là, à faire cette demande-là, à interpeller les municipalités pour leur dire, bien, vous n'avez jamais perçu de taxes pour ce bâtiment-là. On ne vous demande pas de l'argent neuf, on vous demande juste de renoncer à l'argent que vous n'avez jamais eu pour qu'on puisse lui donner une nouvelle vie, le requalifier. On demande ça, en tout cas, je dis on, là, je ne veux pas m'approprier une idée qui est véhiculée par plusieurs personnes, là, mais on demande ça pour les projets d'économie sociale. Pour l'entrepreneuriat privé, c'est autre chose, c'est une autre réalité, mais pour les projets qui sont réalisés par des entreprises d'économie sociale, puis au sens large, là, ça peut être du communautaire, du culturel ou de l'entrepreneuriat social bien défini. C'est un outil majeur parce que souvent, on est dans des bâtiments atypiques, donc c'est difficile de les requalifier. Quand on veut leur donner des nouvelles vocations, il y a beaucoup de pieds carrés, il y a beaucoup d'espaces communs et tout ça, donc c'est difficile à trouver une rentabilité. Donc, de pouvoir bénéficier d'un crédit de taxe qui nous permette de pouvoir justement introduire une nouvelle vocation, lui redonner une nouvelle vie en ayant des incitatifs fiscaux pour au moins pour une période de temps, pour nous permettre de stabiliser les revenus et faire en sorte d'assurer la pérennité du projet. Je vous fais signe qu'il reste 5 minutes, parce qu'après ça, on va prendre les questions de la salle. Alors, il me restait 2 questions. Je te regarde, Charles, parce que la prochaine, c'est sur les... Pardon, je disais, il me reste 2 questions. Alors, j'essaie d'aller assez vite. La première, c'est sur les fiducies. Ce matin, on n'a pas du tout parlé de ces mécanismes-là. Peut-être que pour des organismes comme on a vu ce matin, là, des organismes communautaires, ça pourrait être des outils intéressants. Alors peut-être si tu peux nous en dire un mot, puis si vous voulez aussi renchérir par la suite. Les fiducies d'utilité sociale, les fiducies foncières. Oui, bien, les fiducies, les fiducies d'utilité sociale, on commence à en voir un petit peu plus en matière de patrimoine, notamment à Québec pour les Augustines, tout ça, mais la fiducie foncière, elle n'est pas beaucoup utilisée en droit québécois pour la protection du patrimoine culturel. On le voit surtout pour la protection des milieux naturels, les bandes riveraines, entre autres. Mais en matière de patrimoine, on n'est pas vraiment rendu là ici, alors que c'est un outil qui peut être hyper intéressant finalement pour pallier parfois aux défaillances des règlements en prévoyant finalement une manière de mettre à l'abri un bâtiment avec justement une fiducie qui bénéficie là, donc de certains avantages pour sa conservation. Et ça, clairement, c'est une piste à explorer. Pour l'avenir, pour la requalification des bâtiments aussi, où on est entre le privé, entre le public, une forme mitoyenne un peu finalement de propriété qui vise la pérennité aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour la requalification, cette idée-là qu'il y a une vision à plus long terme là, pour la transmission du bâtiment. Oui, la fiducie d'utilité sociale, c'est un outil, mais c'est un outil de détention. Il faut bien placer les choses. Ce n'est pas un moyen de réaliser des projets. C'est un outil de détention qui permet effectivement de protéger, d'assurer la pérennité, de protéger la vocation d'un immeuble à perpétuité. Nous, on en a une à Angus, une fiducie d'utilité sociale. Tous nos projets réalisés sont transférés dans notre fiducie pour en préserver la vocation à long terme. Et je pense que ça peut être un excellent moyen pour sortir des immeubles patrimoniaux du marché spéculatif, leur donner une nouvelle vocation, puis une fois qu'on a donné la nouvelle vocation, qu'on a finalisé le projet, on le verse dans une fiducie d'utilité sociale pour en préserver le caractère, la vocation à long terme.
Merci. J'arrive à une question qui me tient beaucoup à cœur, le long terme. Moi, je vis dans l'ensemble de l'ancien bâtiment des Sourds-et-Muets, là, sur le boulevard Saint-Laurent. Et on est dans le long terme. Là, ça fait plus de 10 ans que c'est... et ça va se passer, et ça se passe déjà pour beaucoup d'autres ensembles qui soient seulement requalifiés ou aussi enrichis accompagnés de nouveaux bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'entretien à long terme? Est-ce que quand on commence un projet, quand on est dans un projet, comment on fait pour se préparer au long terme pour que ce bâtiment, on le voit là, avec tous nos bâtiments qui sont en train de mourir en ce moment, certains construits dans les années 70 et auparavant, là, mais c'est peut-être on n'a pas pensé. Jadis, on ne pensait pas à ça, probablement, à moins oui, on y pensait dans le sens où on avait du solide, etc. Mais il y a des coûts d'entretien à long terme et ce n'est pas souvent un sujet qui est abordé. Alors, est-ce que vous avez des solutions, des suggestions à cet égard? Puis ensuite, on accueillera les questions de la salle. Oui, bien, peut-être, ça me permet de traiter d'un aspect sur lequel j'aurais voulu revenir et qui concerne finalement les moyens financiers à la disposition des propriétaires pour assurer cet entretien-là et qui renvoie nécessairement à la question de la fiscalité municipale et souvent au montant des taxes, au compte de taxes, qui ne sont pas nécessairement toujours en adéquation avec la valeur patrimoniale d'un bâtiment. Exemple, si c'est clair que dans la réglementation, on se dit ce bâtiment-là, on veut le conserver, on veut le protéger, bien, pourquoi est-ce que dans certains cas, le terrain sur lequel le bâtiment est construit est évalué en fonction de la fiscalité municipale, comme si c'était un lot qui pouvait être redéveloppé pour construire, par exemple, un immeuble de plusieurs étages qui peut être autorisé dans le secteur en vertu du zonage, par exemple. Et ça amène une pression énorme sur la valeur des lots et ça amène finalement parfois des propriétaires à être forcés de quitter parce qu'ils ne peuvent plus payer les taxes. Alors que si on était conséquent avec les objectifs de la réglementation, on se disait, bien, on va établir une valeur qui tient compte du fait que l'immeuble ne pourra pas faire l'objet d'une construction de 15 étages et qu'on veut le conserver dans cette forme-là. Et ça permettrait d'offrir beaucoup plus de flexibilité aux gens qui sont propriétaires d'immeubles pour avoir, pas à mettre de l'argent dans des taxes, mais plutôt dans l'entretien du bâtiment. Oui, Isabelle, Bien, je pense que c'est une préoccupation particulièrement importante avec l'entrée en vigueur d'ici quelques jours là, du nouveau plan d'urbanisme de Montréal qui met en place une nouvelle gestion à l'échelle du territoire pour favoriser la densification. Le territoire est séparé en zones d'intensification douce, moyenne, élevée. Et a priori, dans une zone d'intensification douce, je pense qu'on peut faire un étage de plus. Là, mais je ne sais pas de quelle façon ce sera mis en place dans la réglementation, mais ça va certainement apporter une pression énorme aux bâtiments qu'on souhaite préserver et qui sont dans une zone où le plan d'urbanisme préconise une intensification. Là. Il va y avoir une sorte de contradiction à gérer de façon équitable. Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que Charles a mentionné. Là. C'est vraiment une façon, parce que c'est dans le modèle financier du projet, là, dans le budget d'opération qu'on doit prévoir des fonds, mais un bâtiment patrimonial commande souvent des fonds plus importants parce que les matériaux sont nobles. Il y a des niveaux d'entretien supérieurs à un bâtiment plus contemporain. Donc, ça prend des incitatifs. Puis, au niveau fiscal, c'est un bel outil. Merci. Les questions de la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions? Et peut-être, ça peut être général ou si vous voulez vous adresser à un de nos 3 panélistes, précisez-le. Madame Denigé. Ça ne s'adresse pas à personne en particulier, mais merci. Tout très, très pertinent. Puis Marie, merci d'avoir parlé de ma passion pour la fiscalité en matière de soutien au patrimoine, parce que ça fait un bon 20 ans, sinon plus, qu'on se bat pour ça. Moi, c'est juste une suggestion. Je me dis, à l'issue de ce colloque, de cette journée, je sais qu'il y a d'autres étapes, mais on va avoir des recommandations. Ça fait longtemps qu'on demande à Héritage Montréal
que nous, Héritage Montréal, nous demandons, est-ce qu'on pourrait avoir un vrai comité d'experts qui se pencherait une fois pour toutes sur toutes ces dimensions-là qu'on parle, d'exemption, de réduction, de taxes fiscales, municipales, foncières, de crédit d'impôt. On a fait de nombreuses études, dont une qui commence à dater, mais qui est toujours pertinente, malheureusement, que j'avais pilotée chez Ségard sur le sujet, justement, et une qu'on a commandée chez Héritage Montréal à une firme d'économistes réputée qui démontre, puis on les connaît, les outils, c'est ça qui est vraiment frustrant. Ça se fait ailleurs, ça se fait aux États-Unis. Les bâtiments qui sont sur les registers ont droit à des crédits d'impôt. Il y a des notions de servitude et tout ça qui se font dans d'autres provinces canadiennes. Je comprends qu'il y a un enjeu de droit au niveau du Code civil, mais c'est des mesures qui existent et qui ont fait leurs preuves. Puis je pense qu'on ne s'en sort pas tant qu'il n'y aura pas une compensation financière. Ça ne court pas les rues des mécènes puis qui vont faire ça par grandeur d'âme. Alors, il faut absolument, une fois pour toutes, adresser ce problème-là. Et je pense qu'on les connaît, les outils. Je pense que c'est juste une question de volonté, puis qu'on adresse à Québec, parce qu'évidemment, tout ce qui est fiscal, il faut monter à Québec. Alors, voilà, c'était juste une suggestion. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bonjour, Ron Rayside. Deux questions. Avec l'adoption du plan d'urbanisme, ça c'est une chose, mais le projet de loi 31, ça en est un autre. Et c'est une mesure qui est pour une période expérimentale, mais ça change le paysage en termes de rapidité et surtout pour les projets qui font sens. Ça veut dire que j'aimerais avoir les commentaires parce que comment tirer les bons et les mauvaises leçons de cette période-là, c'est extrêmement important et sous-estimé par beaucoup de monde. L'autre question qui n'est pas liée du tout... Juste pour préciser, 31, c'est sur le zonage incitatif. Oui, puis il y a une forme en pratique d'accepter un changement de la réglementation assez rapidement avec un accord avec les élus puis les fonctionnaires. En tout cas, c'est quelque chose depuis quelques mois assez spectaculaire. Mais l'autre question qui n'est pas de lien du tout, Stéphane a parlé un peu de l'éco de construction. Nos fonds de réserve qui sont déjà insuffisants, même pour les projets neufs, qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds de réserve? Ils sont mal calculés, ils sont mal conçus. Et que je sais que c'est une question assez vaste, mais ça va devenir un gros problème sociétal dans les dizaines d'années qui s'en viennent. Je sais pas, il y a deux questions. Je peux mettre une troisième. Non. Oui, peut-être sur le PL 31, là, et toute cette question-là de la déréglementation, si on veut, là, donc de dire qu'on peut autoriser dans secteur là, des projets qui dérogent à la réglementation municipale. L'objectif, entre autres, c'est de favoriser la densification. Bon, ça semble clair. Mais au Québec, la densification, elle n'est pas vraiment définie. Hein. On comprend que c'est de dire essentiellement on construit plus d'étages autour des transports en commun. Mais il n'y a pas de définition claire, puis ça donne lieu à toutes sortes d'expérimentations. Hein. Donc, on a vu des tours, par exemple, surgir à Repentigny, près du fleuve. Et on se dit, oups, c'est de la densification. Québec, hein, Ville de Québec, même chose. Dans le nord de la ville, des tours de 20 étages à Val-Bélair, alors que 2 semaines avant, il y avait des skidoo qui se promenaient là. Ça soulève des doutes sur ce qu'est vraiment la densification. Et deuxième chose par rapport à ça, bien, ce manque d'encadrement de la densification, à mon avis, il est susceptible de conduire à ce qu'on a vu dans les années 70 avec les programmes de rénovation urbaine, qui étaient motivés à la base par des idéaux nobles. Là. Tu sais, le fonctionnalisme, on y retourne, c'était un habitat sain pour tout le monde, tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les mêmes nobles objectifs avec la densification, sauf qu'on l'applique sans nécessairement qu'il y ait un fondement théorique et une réflexion sociale sur comment ça va se mettre en œuvre, tout ça. Et un exemple, c'est les PIA. Au Québec, là, on le sait, le territoire va s'urbaniser de plus en plus. C'est une tendance mondiale. La population vit de plus en plus dans les milieux urbains. La densification s'accélère, mais les outils pour contrôler ça, quels sont-ils?
actuellement, les PIA sont d'adoption facultative. Donc, comment est-ce qu'on va trouver finalement un équilibrage entre le fait de vouloir développer le territoire puis de garder ça à échelle humaine? Actuellement, le cadre n'est pas nécessairement prévu. Et donc, si oui, on peut saluer, je pense, le fait de dire on veut favoriser la densification. Ce qu'il faut retenir de cette expérience-là, c'est qu'il faut un cadre, non seulement pour la définir, mais aussi pour paramétrer comment elle va se réaliser pour atteindre quels objectifs aussi. Je dirais la même chose dans le sens que le pouvoir en soi est intéressant. Maintenant, ça dépend de la façon dont il va être balisé puis de la façon dont il va être appliqué. Moi, la partie qui me gêne quand même dans le pouvoir est le fait que, contrairement à toutes les autres mesures de dérogation, projets dérogatoires qu'on applique au Québec, où il y a toujours une forme de regard de la part du public. Là, bon, dans le cas des dérogations mineures, c'est juste un avis public. Il n'y a pas de transparence, le manque de transparence. Mais c'est quand même un avis public. Dans le cas de l'application du zonage incitatif, il n'y a absolument aucun regard du public. Il y a possibilité pour les conseils municipaux que ça fasse l'objet de consultations publiques. Il me semble que la sagesse commanderait qu'il y ait un minimum d'informations publiques qui entourent l'application de la mesure. Là. Est-ce que je vois pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions de personnes dans la salle? Oui? Ah, il y en a deux, oui. Il y en a deux, donc Oui. commencez. Le micro se promène. Je vais aller au micro. Oui, je voudrais juste revenir brièvement sur... Peux-tu te présenter? Oui, Hélène Benoît, donc architecte. Je voudrais revenir sur l'intervention qui a été trop brève, à mon avis, que Stéphane Ritchie a fait par rapport au Code du bâtiment. Je pense qu'on a beaucoup parlé du zonage, ce qui est un aspect important de la réglementation quand on parle de projet de requalification. Mais effectivement, le Code du bâtiment, c'est un code de construction. La Ville de Montréal, c'est le territoire que je connais, donc je vais rester dans le territoire que je connais. Mais on a eu longtemps un code qui était un code qui tenait compte du cadre bâti existant, le Code 1900, que le gouvernement du Québec nous a forcé à mettre de côté pour adopter dans un... Je pense qu'il y avait... L'objectif, c'était d'uniformiser. Donc, on a adopté le Code national du bâtiment, qui est un code de construction. Donc, en fait, ça a un impact important parce que la façon dont on intervient, donc c'est un code de conception, mais quand on intervient dans le cadre bâti existant, si on parle de grands ensembles en requalification, bien, le code de construction, ses objectifs premiers, c'est la sécurité puis la salubrité. Les règlements de zonage, c'est l'insertion urbaine. Donc, c'est des nuisances, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'une cohabitation agréable entre les différents usages. Donc, le code de construction, tel qu'il est fait actuellement, la Ville de Montréal, elle, quand elle a vu ça, elle a adopté un petit chapitre qui tient compte de la transformation des bâtiments, mais la majorité des grands ensembles sont regardés par le gouvernement du Québec. Donc, les bâtiments qui sont exemptés de l'application du Code du bâtiment à Montréal, c'est très peu de choses. Donc, on a un réel enjeu parce que les comités aviseurs qui émettent les permis le font juste en fonction d'une esthétique urbaine, si on veut, ou d'une insertion urbaine. Puis ça devient très difficile à ce moment-là, quand on est en requalification de grands ensembles, bien, à ce moment-là, d'avoir, comment je pourrais dire, un regard qui nous permette d'atteindre les objectifs sans démolir ou sans avoir trop d'impact sur l'aspect architectural du bâtiment, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Hein, on parlait disons, d'escalier. Donc, je pense qu'il y a une réelle... Puis les outils que la Ville, que les municipalités ont pour faire ça sont très peu. C'est un petit comité des mesures
À Montréal, un petit comité des mesures différentes qui est à peu près inexistant. Puis à Québec, il faut aller à l'RBQ. Donc, je pense qu'il y a un réel dialogue à réouvrir avec les gouvernements supérieurs si on veut vraiment parler de requalification de notre patrimoine bâti, que ce soit des grands ensembles ou des plus petits bâtiments. Puis l'autre chose, très, très rapidement, c'est qu'aussi la notion de patrimoine, bien là aussi, il faut essayer d'ouvrir le dialogue parce que quand on parle de requalification, on a vu l'image d'une école. Pour bien des gens, cette école-là a peu d'intérêt. Donc, il y a un dialogue à avoir, je pense, une discussion à réouvrir si on veut vraiment aborder ces sujets-là. C'est un commentaire, je pense, plus qu'une question. Merci beaucoup. Merci. Je vous passe le micro. Pierre Beaupré. Je réagis à ce qui a été dit tout à l'heure, qu'on pourrait faire un deal, pour utiliser un mot à la mode, entre le fait de passer d'une hauteur de 8 à 14 étages, par exemple, dans un secteur donné, pour permettre la restauration d'un bâtiment patrimonial voisin ou sur le site. Est-ce que, quand on dit une chose comme ça, on n'invalide pas finalement toute la notion de zonage et toute la notion de la science et de la sagesse des urbanistes qui ont établi qu'à un niveau de 8 étages, c'était viable dans ce secteur-là. Et tout d'un coup, parce qu'on veut sauvegarder un bâtiment, on accepte qu'un niveau de 14 étages est tout à fait viable. C'est même pas pour sauvegarder le bâtiment. Veux-tu réagir? Oui. Bien, c'est une question très, 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 très intéressante et vous avez tout à fait raison de le dire. Et ça soulève le fait qu'au Québec, dans la loi, on considère l'aménagement du territoire comme une responsabilité et un choix politique. Et ça, évidemment qu'il y a une expertise en pratique qui est là, qui soutient l'adoption des règlements, mais en définitive, les choix d'urbanisme, c'est des choix politiques et ces choix-là n'ont pas à être fondés sur la science. Et quand je dis qu'ils n'ont pas à être fondés, c'est pas parce que je pense qu'ils ne devraient pas l'être, mais parce que, en définitive, c'est ça. Donc, quand on regarde le contrôle des tribunaux sur les décisions qui sont prises par les municipalités, évidemment que s'il y a de la mauvaise foi, de l'abus, on va pouvoir intervenir. Mais si, pour des raisons politiques, une municipalité, en respectant la réglementation, estime que c'est dans l'intérêt de sa collectivité d'augmenter le nombre d'étages, c'est très, très, très difficile d'intervenir parce que le cadre est fait comme ça, en disant c'est une décision de nature politique. Donc oui, vous avez raison, ça soulève toute la question de la cohérence entre les outils réglementaires et les outils de planification. Pourquoi est-ce qu'on fait de la planification si on peut modifier à la pièce des outils? C'est une question de cohérence qui se pose ici et pour laquelle la réponse n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espère pour l'aménagement. Voilà. C'est drôle, c'est une question qui revient souvent, là, qu'avec toutes les modifications qu'on apporte pour des projets, dans le cadre de modification de plan d'urbanisme, modification de la réglementation, etc., et avec tous ces processus discrétionnaires, c'est vrai que c'est complexe. Hein? Bien, c'est parce que ça finit. Même si au départ, les motivations derrière l'adoption de tous les pouvoirs discrétionnaires étaient là pour pouvoir gérer des situations d'exception, il reste que la multiplication des pouvoirs génère une sorte de culture de l'exception. À Montréal, comme nos plans d'urbanisme ont pris tellement de temps à être remplacés que il y a une sorte de légèreté vis-à-vis l'importance des notions du plan d'urbanisme. À la veille de l'adoption d'un nouveau plan, est-ce que la culture va changer? Peut-être, là, mais on s'est habitué à gérer le territoire à la pièce. On a le temps pour une dernière question avant le dîner. Oui, bonjour. Donc, Francis Durocher, architecte chez STGM. En fait, moi, j'ai une question sur la notion de prise de risque. Les municipalités ont malheureusement le risque zéro dans leur giron. Puis je me demandais s'il n'y aurait pas moyen, je pense en fait au code des normes, à la réglementation, puis mise aux normes sismiques, par exemple, qui est souvent un frein aussi à la requalification.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer une jurisprudence pour être en capacité de calculer, de mesurer ce risque-là et se doter d'outils de, bon, s'il y a un tremblement de terre qui a une chance de 1,08 % de se produire dans les 500 prochaines années, en quoi faudrait investir des millions de dollars pour une mise aux normes qui est peut-être trop pour les besoins qu'on a et les objectifs qu'on a. Même chose par rapport au code. Le code est développé sur une base d'objectifs. Un objectif n'a pas l'obligation d'être atteint. Un objectif, c'est quelque chose qu'on se donne collectivement pour mieux faire. Donc, comment calculer le risque, en fait, au niveau de la mise aux normes? C'est un peu ça ma question. Est-ce que c'est possible de le faire? Bien, je ne suis vraiment pas un expert en code, mais ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, puis avec l'intervention d'Hélène, là, tout est une question de risque, puis effectivement, bien, on doit jauger ça pour pouvoir prendre des décisions en pleine conscience de ce que ça entraîne comme impact, là. Je pense que c'est une préoccupation qu'on doit avoir. Et se poser ces questions-là, avoir l'occasion de se poser ces questions-là. Je pense qu'à moins qu'il y ait un dernier mot. Bon, je pense qu'on va, c'est l'heure du lunch, on va s'arrêter ici. Bien, merci, un immense merci à nos trois. Puis, je pense, hein, tout cet avant-midi met bien la table pour les conversations qu'on aura cet après-midi, qui seront, elles, animées par M. Boumbarou. Et Claudine Derham. Et ben, ça va d'abord mettre la table pour le lunch, qu'on vous invite à prendre dans quelques minutes, dans la salle que vous connaissez désormais. Je tiens à remercier Stéphane Ritchie, Isabelle Dumas, Charles Breton-Demeul et bien entendu Marie Lessard pour une table ronde qui a été extrêmement intéressante, mais aussi super bien menée, hein, parce qu'on aurait pu passer 3 heures à discuter de ça, mais ça a été absolument efficace. J'en tire des leçons personnelles là-dessus. Mais je tiens peut-être à mentionner des choses. Tantôt, il a été dit qu'avec peut-être 100 000 bâtiments d'intérêt à Montréal, on pourrait aller quémander des choses. Moi, je vous dis, c'est une question de justice. Comment ça se fait que les outils et les contraintes sont basés sur les quelques milliers, centaines de bâtiments qu'on construit chaque année, alors qu'on en a des dizaines de milliers qui ont besoin d'une attention? Est-ce qu'il y a un problème de justice ici? C'est pas fair. Alors, c'est des sujets à discuter à table. Alors, comme le Canadien n'est pas dans les séries, on peut se sentir très libre. Je tiens également à saluer, on se joint parmi nous des personnes très importantes. Je pense au président d'Héritage Montréal et la question du droit qui est ressortie dans la discussion. Peut-être qu'on pourrait faire des mauvais coups parce qu'il s'agirait certainement d'avoir une réflexion sur le droit à l'aménagement et le patrimoine dans les étapes à venir. Je pense également à des élus qui nous ont joué, Mme Patreau de la Ville de Montréal, Mme Sigouin, des conseillères municipales qui ont joué des grands rôles dans le progrès de réflexion sur les ensembles industriels ou sur le Mont-Royal. Alors, on vous souhaite un bon appétit et on rappelle aujourd'hui, c'est le dévoilement des prix d'excellence de l'Ordre des architectes. Donc, Pierre Corriveau va devoir nous quitter, mais il me rappelait que pensez à ça, là, puis il faut le saluer pour avoir produit des textes sur ce texte-là, dans ce sujet-là, à l'Ordre des architectes, que les thèmes d'entretien, de conservation, de requalification font maintenant également partie de la discussion sur la qualité architecturale, et non seulement la qualité, mais l'excellence. Alors, on salue ces initiatives que les professionnels lancent. On va avoir certainement des suites à proposer, mais entre-temps, on vous invite à prendre un bon petit lunch à côté. Si vous voulez vous promener, l'avenue du Parc est là, et il y a plein de requalifications en chemin, mais il y a également des petites failles dans le trottoir. Alors, faites attention. Merci.